Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er septembre 2021. À la une ce soir, un détenu pas comme les autres à la prison centrale de Newbel. Il impose sa loi au sein de cet univers carcéral de Douala. Le Corera vient d'ôter la vie à 10 prisonniers. Et plus de 9000 enfants déplacés internes au Cameroun sont non scolarisés selon l'UNESCO. À Douala, l'incertitude de reprendre le chemin de l'école habite près de 1000 enfants après avoir bénéficié des sessions de cours de vacances. Elections Cameroun fait du chiffre après 8 mois de campagne de sensibilisation. L'organe en charge d'organiser les élections au Cameroun enregistre près de 350 000 électeurs, soit plus de 150 000 que l'année dernière. Et du mouvement à la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o met le général Pierre Semengue sur le banc de touche du comité transitoire de football professionnel. Il est remplacé par Pierre Boudjeko. Voilà pour les titres. Prison centrale de Newbel frappée par l'épidémie du choléra. 10 détenus ont été tués par la maladie, une situation que l'administration dit avoir maîtrisée. Les précisions avec Mireille Flore des Fofotso. Choléra à la prison centrale de Douala. La situation est sous contrôle en date de ce 1er septembre. Approchées, les autorités sanitaires de la région et celles de ce pénitencier rassurent. Les mesures sanitaires d'urgence prises ont permis de maîtriser la maladie. Pour l'heure, seuls 5 cas sont en observation dans les 2 hôpitaux retenus pour la prise en charge. Il y a quelques jours, entre le 19 et le 27 août, des détenus ont trouvé la mort des suites de choléra, 2 au sein de la prison même, 2 à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala et 6 à l'hôpital La Quintini pour un total de 10 morts et 135 cas. Cette résurgence de choléra dans cet univers carcéral intervient alors que les pensionnaires avaient bénéficié des vaccins en avril dernier lorsque les cas et décès avaient été annoncés. L'on se souvient également que les ministres de l'eau et de l'énergie et de la santé étaient descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Douala étant une ville endémique, la saison de pluie qui bat son plein et la promiscuité observée dans cette prison pourraient justifier cette résurgence de cas. Et ceux qui s'investissent dans le secteur de la santé au Cameroun seront bientôt récompensés. Un comité scientifique a été mis sur pied pour sélectionner les plus méritants. Et l'événement aura lieu le 17 septembre à Yaoundé. Les précisions de Karel Mezachachoya et Constant Kanga. La sélection sera rude cette année. Le comité d'organisation, auquel est désormais greffé un comité scientifique, l'a clairement relayé face à la presse ce 1er septembre à Yaoundé. Personnel de santé, formation sanitaire, institutions d'appui et autres candidats dont la liste des 52 catégories annoncées, contraints au respect des critères de cette 5e édition du prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun pour être éligibles. Dans la liste figurent en bonne place le professionnalisme, l'innovation, les valeurs éthiques et déontologiques, l'implémentation de la politique d'humanisation des soins pour dire le moins, innovation. Dans chacune des 10 régions de notre pays, il va se créer une représentation du comité scientifique qui sera entouré d'un représentant de chacun des ordres professionnels de santé qui vont donc, autour du délégué régional de la santé, faire le choix de ceux qui peuvent être considérés comme des leaders. La décentralisation du processus sur les rails, les fiches des critères de sélection, passées en revue par ces hommes de science, au Centre international de référence Chantal Biya. Nous allons avoir des fiches qui vont probablement améliorer la sélection des candidats éligibles. Candidats éligibles qui seront dévoilés au public au soir du 17 novembre 2022 dans la capitale. À 76 jours du grand jour, le comité d'organisation réitère la raison d'être de cet événement. Contribuer à l'amélioration de notre système
de santé. Porté par le groupe Éco-Santé que dirige Joseph Mbengboum, le prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun bénéficie de l'accompagnement des pouvoirs publics et des partenaires du secteur santé. Et retrouver le chemin de l'école sera une belle récompense pour eux qui ont fui la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les enfants déplacés internes vivant à Douala caressent ce rêve. Plus de 800 d'entre eux ont suivi des cours de vacances gratuits à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. La volonté dans cette action est de réduire le phénomène de non-scolarisation qui menace l'avenir de ces enfants. Reportage Samuel Baïha. L'aîné de la crise anglophone. Ces enfants sont pour la plupart des déplacés internes. Dans cette terre d'asile de Bonabéry, à Douala 4e, à leur intention, des cours de vacances ont été organisés gratuitement. Bambanda est le quartier qui a encadré, qui a accepté, qui garde le plus nombreux de déplacés, organise une activité comme ça pour encadrer ces enfants-là et leur rassurer que nous sommes de tout cœur avec eux. Et pendant tout le temps qu'on les a encadrés, ils n'ont payé aucun franc. Voilà la main tendue. Dans les yeux et les tenues de ces enfants, la pauvreté est manifeste. Faute de moyens financiers, plusieurs, depuis des années, n'ont pas foulé la porte d'une salle de classe. Or, l'éducation est un droit universel. L'éducation, c'est l'épine dorsale dans la politique, n'est-ce pas, de développement d'un pays. Et le président de la République en est conscient et il met toute son attention. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas hésité un seul instant à apporter des solutions. Ce jour marque la fin de leur session des cours de vacances. Beaucoup espèrent bénéficier de la gratuité de l'école. Selon un adage, un enfant éduqué est un citoyen qu'on gagne. Je suis content du cadeau qu'on m'a fait aujourd'hui. Je sens bien, je suis fière, je suis tellement fière ce matin. Mes enfants sont fiers, c'est bien ça. Selon l'UNESCO, plus de 900 000 enfants déplacés internes au Cameroun sont non scolarisés. Une réalité que voudra atténuer cette initiative bénévole. Et pour sauver ces enfants de l'horreur de la guerre, les forces de l'ordre sont tombées sur le champ de bataille. L'armée a également pensé à leurs enfants pour la rentrée scolaire. Près d'une centaine de pupilles ont reçu des kits scolaires ce jour au poste de commandement RMIA 2 de Douala pour alléger leur souffrance. Le compte rendu de l'île Piédou et Thierry Nana. Ces enfants, près d'une centaine, sont des orphelins de l'armée camerounaise. Ils ont perdu un de leurs parents au cours des opérations de défense de la patrie. 2 à 7 ans pour les uns, 11 ans et plus pour les autres. Ce jeudi, à la cour d'honneur du poste de commandement RMIA 2 de Douala, ils reçoivent des kits scolaires constitués de fournitures et autres matériels didactiques au titre de l'année scolaire 2022-2023 des mains du général de brigade aérienne Eba Benoît Bédé, commandant de la 2e région militaire, du général de brigade Ekongwese Divine, commandant de la 2e région de gendarmerie, du comsecteur numéro 2, le colonel Zameyomba Richard, entre autres, de quoi réconforter ses enfants. Le gouvernement n'a pas oublié les orphelins qui sont aujourd'hui à la rue, qui permet en sorte qu'on n'oublie pas ce que le parent a fait. Le gouvernement a pensé à nous, ils ont pensé que nos parents sont morts, ça fait déjà des années, donc je suis très heureuse. Je suis navrée que mon père soit mort, mais je reste avec ma mère et ma famille. L'administration est là pour me garder, donc je suis fière. Cette action initiée par le chef de l'État, chef des armées, matérialisée ici, contribue à assurer l'avenir de ces orphelins et de témoigner l'assistance permanente des forces de défense et de sécurité auprès de ces derniers. Ces bouts de chou peuvent entamer la rentrée scolaire du 5 septembre prochain en toute sérénité. Et à temps, les parents préparent au pas de course le sac de leurs enfants pour la rentrée scolaire. Les retardataires font face à la hausse des prix de certains articles et ce n'est pas vraiment l'affluence dans les magasins. Reportage, Eric Matani. La rentrée scolaire 2022-2023 qui pointe à l'horizon est un véritable casse-tête pour les parents d'élèves de la ville du Tchang.
Rendu à quelques jours du début des cours, prévu le 5 septembre prochain, les parents peinent à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. C'est difficile, je ne sais même pas ce que c'est vraiment difficile. Comme vous voyez là, c'est vraiment difficile. Les choses qu'on achète, des cahiers qu'on achetait à 1500, c'est déjà grimpé, mais les choses sont difficiles. Je ne peux même pas m'expliquer. Parce que je n'ai même pas encore commencé. Sachez qu'en période de cette rentrée, les choses ne sont pas faciles, comme on a cru. Même d'abord, il faut chercher à assurer même d'abord la nutrition à la maison. Avant de préparer parallèlement la rentrée scolaire, payer la pension, les inscriptions, ce n'est pas déjà facile. Dans les marchés et supermarchés, les commerçants ont bien achalandé leurs étagères et n'attendent que les acheteurs qui se font d'ailleurs rares. L'année dernière, je peux dire que les fournitures scolaires sont plus élevées cette année par rapport à l'année passée. Les prix ont augmenté, et les parents se plaignent à cause de l'augmentation de ces prix-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. La tendance est trop difficile, hein, voisin. C'est très très difficile. Les parents ne se signalent même pas un peu. Depuis là, on passe tout le temps qu'à coller comme ça, là, comme tu vois. Nous, là, on regarde, on attend patiemment les parents. Rien ne bouge. En cette veille de rentrée scolaire, tout semble calme dans la ville climatique de Tchang. Cette situation est due certainement à la vie chère. À Edea, à quelques jours de la rentrée scolaire, l'état du pont de la ville inquiète les populations. Les travaux de réhabilitation au niveau de la préfecture avancent à pas de tortue. Ce pont permet de rallier plusieurs établissements scolaires de la ville. On voit cela avec notre correspondant Christian Bock. Lancé en octobre 2021, la construction du pont au niveau de la sous-préfecture d'Edea, on constate amèrement que les travaux portant sur la réalisation finale n'est qu'à 75%. À 5 jours de la rentrée scolaire, l'on s'interroge. Ça va beaucoup nous ralentir pour le transport des élèves à l'école. Et vu que l'autre pont, on n'a qu'un seul pont qui crée des bouchons à la rentrée scolaire, il y a les élèves, il y a... Ça, c'est un bon raccourci. Si le pont n'a pas vu là, nous, on est contents dans la ville. Des grincements de dents se font déjà ressentir car ce pont relie le quartier administratif où sont situés la plupart des établissements primaires et secondaires de la ville d'Edea. Je ne sais pas que tout par là. Où c'est que je ne sais pas moi quoi. Pourquoi ils ont peint du pont s'ils ne sont pas prêts? On peut peindre les abords du pont sans que le sol ne soit fini. Ici, la lenteur de l'entreprise en charge des travaux de réhabilitation, la tombée incessante des pluies sont évoquées comme les causes de ce retard. Le maître d'ouvrage assure la livraison effective du pont. Les travaux du pont sont en train d'être effectués. La route qui va partir du carrefour quartier d'Amour jusqu'au carrefour Amanda. L'équation est plus complexe dans la mesure où en saison de pluie, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est attendre. Malgré la visite du préfet de la Sanaga-Maritime en mai dernier, pour booster les travaux, rien n'avance. Ce projet du fonds routier inclut aussi la construction d'une voirie municipale chiffrée à un peu plus de 500 millions de francs CFA. Les populations attendent toujours. Ils sont attendus sur le champ de l'exercice de leur réelle mission. On parle des auxiliaires de la mairie qui affichent un comportement autre que celui recommandé sur les usagers de la route, c'est-à-dire au contrôle de la taxe communale et de la lutte contre le désordre urbain à Douala. Il leur est reproché de s'exprimer plus par la violence. Les détails avec Junior Roussin et Henri Tinda. Ils se servent très souvent de la violence pour interpeller les conducteurs de mototaxis et véhicules dans la ville de Douala, poussant ces derniers à perdre parfois le latin. Ils étaient à deux qui m'ont pris. Ils ont donné les 4 tickets, ils m'ont remis maintenant que 3 tickets, les tickets de présence. Pour me montrer que c'était à la rue. Ils travaillent pour le compte des mairies d'arrondissement. Leur mission, procéder au contrôle et au recouvrement de la vignette unique des autobus, taxis, mototaxis et tricycles, ainsi qu'à lutter contre le désordre urbain. Quand quelqu'un n'a pas ce ticket, ni le ticket, ni l'impôt, ni le ticket, ça nous amène vraiment à l'envoyer en fourrière, auquel il nous traite de méchants et de tout. Eux, ce sont les agents auxiliaires de mairie d'arrondissement qui parfois agissent au-delà de leur mission en se substituant tantôt à la police municipale, tantôt à la police nationale. Nous faisons recours aux différents syndicalistes
d'autres taximens pour nous aider à mettre de l'ordre dans ce secteur. Alors nous passons donc par les syndicats et ces syndicats procèdent donc à des interpellations que tout le monde voit, des interpellations qui sont quelquefois assez violentes. À Douala, ces membres des syndicats de transport procèdent au contrôle de la carte grise, du permis de conduire et de toute autre infraction relative à la sécurité routière. Fort de ce constat, le préfet du département du Vouri a réagi. Dans une correspondance adressée aux différents maires, il demande à ceux-ci d'instruire à ses agents de cesser dans les brefs délais tout contrôle routier autre que celui du paiement des taxes communales. Dans l'actualité également, des chiffres intéressants pour Elections Cameroun, 338 376 nouveaux inscrits sur les listes électorales au Cameroun, une augmentation de 150 463 inscrits par rapport à l'année dernière. Des chiffres rendus publics cet après-midi à Douala par le directeur des élections. Voyons cela avec David Sandio et Henri Tinda. À la clôture des inscriptions sur les listes électorales au soir du 31 août 2022 pour le compte de l'année, Election Cameroun, Marc le satisfait constate que sur les 368 376 nouveaux électeurs enregistrés, 73% d'inscrits sont des jeunes. Et on observe une augmentation de 155 463 électeurs par rapport à l'année dernière. Au terme de cette opération, nous avons enregistré 338 376 électeurs, parmi lesquels 211 457 hommes, 62%, 126 919 femmes, 38%, 246 669 jeunes, 73%, 305 handicapés, 0,09%. Le fichier électoral non toiletté compte 7 298 244 électeurs. De la bouche du directeur des élections, nous apprenons que la stratégie de quadrillage du territoire aura permis ce score. L'apport des commissions mixtes, l'administration, les élus locaux et les partis politiques n'étaient pas en retrait. Mais, dans le viseur, les jeunes qui participent pour la première fois au processus électoral. L'accent a été mis cette année sur l'inscription des jeunes citoyens, ce qui a justifié le lancement des inscriptions dans les universités de Yaoundé 1 et de Yaoundé 2. En général, la révision de 2022 s'est déroulée dans de bonnes conditions auprès des points d'inscription fixes ou mobiles. Le processus d'inscription désormais clos, la réouverture est prévue pour le 1er janvier prochain. Explosion des chiffres également liés aux recettes de la Direction générale des impôts. Déjà 1597 milliards de francs CFA collectés au 31 juin 2022. Des performances présentées à l'occasion de la traditionnelle réunion nationale de coordination mensuelle des services centraux et déconcentrés de l'institution. Plus de détails avec Arnaud Gueffak. 3 sources de recettes pour converger à ce résultat de 1597 milliards de francs CFA. D'abord, les recettes non pétrolières. À elles seules, 1309 milliards de francs CFA au compteur. Les recettes pétrolières affichent près de 148 milliards et celles affectées aux collectivités territoriales décentralisées et autres établissements publics sont de 140 milliards de francs CFA. Bonne affaire en 7 mois de collecte. Pour la même période de l'exercice budgétaire précédent, du 1er janvier au 31 juillet 2021 précisément, on était à 1299 milliards. 298 milliards de plus en valeur absolue, soit 23% en valeur relative. La comparaison des chiffres en détail montre 13,1% d'augmentation sur les recettes non pétrolières, 187% sur les recettes des sociétés pétrolières et 10,1% sur les recettes des collectivités territoriales décentralisées, bien au-delà des prévisions budgétaires. 31 milliards au-dessus des prévisions des recettes non pétrolières et 81,2 milliards de francs CFA de dépassement sur les recettes des sociétés pétrolières. Les 4 derniers mois de l'année budgétaire feront, on l'espère, le comble de ces prouesses. Deux hauts responsables du groupe Hilton célébrés à Yaoundé. Il s'agit du président du groupe Hilton des régions Turquie, Moyen-Orient et Afrique et le vice-président des opérations Afrique. C'est à l'occasion de leur toute première visite au Cameroun.
Haute précision avec Delphine Fonkoutene et Michel Foucault. Les deux autres sur les planches du Hilton Hotel de Yaoundé. Le président du groupe Hilton des régions Turquie, Moyen-Orient et Afrique, Jochem Jams Lefer, et le vice-président des opérations Afrique, Van der Putten, sont au Cameroun pour la toute première fois depuis leur prise de fonction en janvier 2020. Comme on a eu la crise Covid, je n'ai pas pu venir avant, donc ça fait vraiment partie de ma découverte du pays. Et je suis là en fait pour remercier l'équipe, qu'ils ont fait un travail fabuleux pendant la crise et qu'ils ont fait un travail fabuleux depuis 32 ans que l'hôtel est ouvert. Et donc je suis là pour remercier notre équipe, mais aussi pour voir les clients et voir notre propriétaire, donc la SNI et la CHC, pour leur remercier pour leur soutien durant ces 32 années. Le dîner en l'honneur de ces deux personnalités du groupe Hilton est marqué par la présence de la crème de la clientèle du Hilton Hotel Yaoundé. Au rang de celle-ci, des membres du gouvernement, diplomates et bien d'autres amoureux de cet hôtel 5 étoiles. Que le personnel est très accueillant. Ils ont des super cocktails, notamment au bar panoramique. On mange très bien. Et vraiment, je trouve qu'en termes de service, c'est vraiment le meilleur service qu'on peut trouver sur Yaoundé. Je me sens ici chez moi parce que les chambres sont confortables. Il y a aussi des espaces dédiés business. Nous avons aussi des espaces dédiés pour des réunions. Et donc, il y a aussi il y a un très bon service. Espace paradisiaque, service de qualité, personnel qualifié. Le Hilton Hotel Yaoundé à guichet impressionne. C'est la première fois que je viens et ce que je trouve que j'ai un accueil extrêmement chaleureux. Ça m'a fait énormément plaisir de voir toute l'équipe avec des grands sourires accueillant nos clients. La soirée est arrosée d'une projection vidéo qui retrace l'histoire de cette infrastructure hôtelière située au cœur de la capitale. Le vernissage photo aussi donne de revivre des temps forts de la vie de cette référence en matière de grands événements, notamment la visite récente du président Emmanuel Macron au Cameroun. En sport, 4 jours après la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le général Pierre Semengue perd un autre poste. Hier, Samuel Eto'o l'a remplacé au poste de président du comité transitoire du football professionnel par Pierre Boudieko Yukeka, ancien membre de l'Assemblée générale, l'Assemblée de 2009 qui a contribué à sa victoire au tribunal arbitral des sports récemment. Les précisions de Marc Chouamo et Calvin Tekam. Voici le nouveau patron du football professionnel au Cameroun. Pierre Boudieko Yukeka remplace à la tête du comité transitoire du football professionnel le général Pierre Semengue. Comme il fallait s'y attendre, Pierre Semengue paye le prix de sa contestation de la décision de l'Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT de samedi dernier qui a dissous la Ligue de football professionnel du Cameroun en abrégé, LFPC, dont il est le dernier président en date. Mercredi, soit 2 jours après cette communication, Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a décidé de réorganiser ce comité qui va gérer les championnats d'élite 1 et 2 cette année encore, à titre provisoire. Pierre Boudieko Yukeka et Faustin Blaise Bida, également nommés comme secrétaire général du CTFP, sont les mandataires de la fameuse Assemblée générale majoritaire de 2009 qui a rendu possible la victoire de la FECAFOOT au TAS il y a quelques jours. Difficile de ne pas percevoir ces nominations comme des récompenses pour l'enterrement du dossier AG 2009 au niveau du tribunal arbitral du sport. André Noël Essiane, PCA de Colombe du Sud, reste premier vice-président. Charles Belamoki fait son entrée comme deuxième vice-président. 5 membres sont concernés par cette réorganisation au comité transitoire du football professionnel, dont Jean-Paul Akono et Marthe Mouara, alias Dinali, qui conservent tout de leur place. Le membre du comité exécutif de la FECAFOOT, Abdoul Karimou, les rejoint pour continuer la difficile mission d'implantation du professionnalisme dans les championnats camerounais. Le maçon sera jugé au pied du mur dès le 15 octobre prochain, date de démarrage de la MTN Elite 1. L'actualité à l'étranger, au Soudan, manifestation des populations contre le pouvoir militaire. Elles accusent l'armée d'être à l'origine de leur malheur. En Malaisie, l'ex-épouse du Premier ministre condamné à 10 ans de prison pour corruption. Lille Piediou et Calvin Tekam.
Des manifestants soudanais se rassemblent dans la capitale Khartoum pour protester contre le coup d'État militaire de l'année dernière, ayant plongé le Soudan dans des troubles de plus en plus profonds. Nos manifestations se sont poursuivies depuis le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan et elles se poursuivront avec détermination et persistance pour faire tomber ce putsch. Bien que de nombreuses personnes aient été tuées et des milliers de blessés, mais les manifestants insistent pour continuer sur la voie de la révolution. Le mouvement national de libération de l'Azawad, l'un des principaux groupes armés évoluant dans le nord du Mali, décide lors d'un congrès à Kigali de s'engager en faveur d'une fusion de tous les groupes armés d'ex-rebelles ayant signé un accord de paix avec Bamako en 2015. Le congrès réaffirme le principe de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité politico-militaire, conformément aux résolutions de son congrès ordinaire du 28 novembre au 1er décembre 2019 et de la déclaration finale de la session ordinaire du bureau exécutif de la CEMA tenue les 16 et le 17 juillet 2022 à Kidal. Il engage le bureau exécutif du MLA à entamer ce processus de fusion sur la base d'une feuille de route consensuelle respectant l'intérêt supérieur du peuple de l'Azawad en incluant toutes les forces vives partageant cet objectif. En réalité, c'est une exigence du contexte actuel. Et il y a eu un premier départ, c'est-à-dire l'organisation de la CEMA. C'est déjà un premier pas vers, en tout cas, l'unification des mouvements. Le MLA est l'un des principaux à avoir pris les armes en 2012 en réclamant l'indépendance du nord du Mali. La nouvelle détention de Pulchéri Ballet, figure de la société civile ivoirienne, est un complot, estiment ses avocats. Je trouve curieux. Et là, nous sommes sur le même point de vue. Nous avons trouvé curieux que un député de notre République fasse une sortie sur les réseaux sociaux et utilise des termes qui peuvent être interprétés comme des thèmes de menace. Son conseiller a dénoncé les circonstances de son arrestation et l'enquête qui s'en s'est suivie, déclarant que les agissements du procureur de la République ivoirienne sont une tentative de faire taire l'activiste. Quelques heures seulement après, le procureur de la République engage des poursuites en ce qui la concerne. Nous estimons que certainement il s'agit d'un complot. Une information judiciaire pour entente avec les agents d'une puissance étrangère a été ouverte contre Pulchéri Ballet, qui s'était rendu au Mali, où 49 soldats ivoiriens sont détenus depuis le 10 juillet. Pulchéri Ballet, présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne, avait déjà été interpellée et retenue le 3 août à son retour du Mali. En déplacement dans la Somme avec le ministre de l'Éducation Pape Diaye, la première ministre Elisabeth Borne affirme que la rentrée scolaire se passe bien. À chaque fois qu'on a pu détecter un risque que ça ne se passe pas bien, les équipes se sont mobilisées pour apporter une solution. Il y aura sans doute des ajustements dans les prochains jours, mais on fera le maximum pour que tout se passe bien. Je le dis parce que certains prédisaient, voire auraient souhaité que ça se passe mal. Grâce au travail qui est mené par toutes les équipes, par le ministre et toutes ses équipes, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a une rentrée qui se passe bien. Rosmah Mazoh, épouse de l'ex-premier ministre malaisien Najib Razak, a été jugée coupable de corruption ce jeudi et condamnée à 10 ans de prison. Une semaine après l'incarcération de son mari pour son rôle dans le vaste scandale financier. Nous avons une amende de 223 millions d'euros, presque 1 milliard à payer par notre cliente qui n'a aucune source de revenus. Est-ce là que nous appelons la loi de la justice ou la justice pour la loi, la justice pour le peuple? Maintenant que la sentence a été prononcée, oui, nous avons fait appel. Le juge de la Haute Cour de Kuala Lumpur a condamné l'ex-première dame à 10 ans de prison et à une amende de 216 millions d'euros. Rosmah Mazoh est repartie du tribunal,
sa peine de prison étant suspendue alors qu'elle fait appel de ce jugement. Caravane Mobile a pris ses quartiers depuis quelques jours à Garoua. L'équipe de Tony Nobody et Masaya Kop a fait vibrer la capitale régionale du Nord avec le concours du partenaire Orange Cameroun. Suivez plutôt. Déploiement ce mercredi au quartier Roumdé Adja. Ce coin mythique de la ville de Garoua a accueilli la grande équipe de l'émission Caravane Mobile produite par la chaîne Canal 2 International. Sortis en masse pour vivre en live ce grand moment de la télévision, les populations de la cité capitale du Nord ont donné de la voix à travers une participation jugée assez active. J'apprécie l'arrivée de Caravane Mobile ici à Garoua. Depuis qu'ils sont arrivés, on voit l'ambiance qui a du tout changé toute la visibilité de la ville de Garoua à travers Caravane Mobile. L'émission qu'on voyait à la télé il y a plus de 10 ans, aujourd'hui l'émission est ici à Garoua. Et derrière nous, on apprécie la production, la toute première production de l'émission ici à Garoua, au quartier Rundadia, le quartier le plus ambiancé de la ville de Garoua. Vraiment, depuis 14 heures, on voit comment l'ambiance est à gogo. Ça fait plaisir quand même. On a l'habitude de voir ça à la télé, mais aujourd'hui on voit ça face à face et ça fait plaisir. C'est une grande innovation à Garoua. Lui aussi qu'après la CAN, on attendait ça, mais aujourd'hui vous êtes là, ça nous fait plaisir. Oh, Canal 2, c'est la meilleure chaîne. Merci bien Canal 2. Sur le podium, les téléspectateurs de tout âge se sont déferlés. Une grande joie pour les membres de la Dream Team de ce programme fétiche de Canal 2 International. L'objectif de ces APP Tour Caravane Mobile est de vulgariser notre application Orange Money Afrique dans les populations du Septentrion. Nous avons démarré la semaine dernière avec la Damawa, en Gaoundéré. Et aujourd'hui, nous sommes au nord, à Garoua, pour continuer dans le fun avec nos clients. Téléchargez l'application Orange Money Afrique dans votre téléphone Android. Caravane Mobile s'est déployé sur le terrain avec son partenaire Orange Cameroun. La production de cette émission, objet de toutes les mobilisations, a donné à voir, à vivre et entendre. Les populations ont émis le souhait de revoir Caravane Mobile de passage dans leur ville. Et refermons cette page réclame avec la 5e édition du tournoi de football CK Festifoot qui a connu son apothéose ce week-end au stade municipal de Banjul. Un événement très couru comme on va certainement le voir dans ce reportage. C'est un véritable exploit pour Gisflo FC, double fois vainqueur d'abord du championnat, puis du trophée final de la 5e édition du tournoi CK Festifoot à Banjul. Au stade municipal Photo Victor, dans un match en nocturne et devant un public de plus de 3000 spectateurs, le club prend le dessus sur Fojema FC lors de la séance de tir au but, après un match nul, un but partout. Les enfants ont donné ce qu'ils pouvaient, mais la victoire, la chance n'était pas de notre côté. On a perdu 2 finales contre le même adversaire. Ça crée en nous une révolte pour les prochaines éditions. On est sorti au premier tour l'année passée. Et cette année, on s'est fixé des objectifs, la coupe et le championnat. Et nous y sommes. Plus tôt en début d'après-midi, ce 27 août, le public a droit à un show d'artistes musiciens avec en guest star Wato de Souza. Des groupes de danse folklorique vont également animer la scène avant le match de gala en levée de rideau. À l'honneur, l'association des jeunes transporteurs de Banjul contre celle des jeunes sableurs. Dans les tribunes, des personnalités avec en tête le sous-préfet de l'arrondissement de Pomonieux, le premier adjoint au maire de Pété Banjul, le délégué départemental des sports pour le conquis et le parrain du tournoi CK Festifoot, l'honorable Albert Quinché. C'est l'apothéose d'une édition qui aura tenu toutes les promesses. Durant 1 mois et demi, Banjul a vibré sur 3 sites. Le stade de l'école publique de Capete, celui du collège Saint-Joseph et le magnifique stade Photo Victor qui a abrité le match d'ouverture ainsi que la finale de ce 27 août. À un moment, j'ai cru assister à un match de
seconde et pourquoi pas de première division. Alors c'est le lieu pour moi de les féliciter. Just Flow a gagné, certes, mais le perdant n'a pas démérité. C'est ça le sport, hein. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Mais il y a les acteurs. Nous devons saluer leur performance. Il est important pour nous de féliciter le promoteur parce que depuis 5 ans, il mène cette activité. Et avec brio, nous devons le féliciter. Mais au-delà, vous savez, c'est la première fois que cette finale se joue dans un stade catalogué, disons ainsi. Nous devons dire merci au pouvoir public pour la CAN, parce que c'est les fruits de la CAN que nous récoltons aujourd'hui et de la belle manière. Une preuve du dynamisme du concept, Seka Festifoot, toujours à la quête de la perfection. Lorsque vous mettez sur pied un projet comme celui-ci et qu'au fur et à mesure que vous évoluez, le projet grandit, il y a de plus en plus d'annonceurs, il y a de plus en plus d'équipes qui s'engagent, il y a de plus en plus de spectateurs autour du stade. Vous ne pouvez qu'être un promoteur comblé et satisfait. Le niveau des joueurs pour cette 5e édition était meilleur. Et même en termes de participation, il y avait une très grande participation. Nous avons venu une très grande finale, la meilleure de toutes les éditions pour cette 5e. Au finish, 14 équipes auront pris part au tournoi pour un total de 50 matchs disputés. Les vainqueurs et les finalistes reçoivent des lots d'une valeur de plus d'1,5 million de francs CFA. Tout ceci a été rendu possible grâce aux nombreux partenaires, au rang desquels Renapro Finance SA, les insecticides Tom Leo et la chaîne leader, Canal du International. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.